Bien, je vais commencer à parler dans le micro. Ça va peut-être attirer les derniers retardataires. On va s'intéresser dans cette dernière table ronde. On a 1 heure pour s'intéresser au territoire. Donc on va voir un peu ce que mettent en place les différentes régions pour à la fois structurer les filières, motiver les acteurs et puis aussi, bien sûr, motiver la demande, parce que ce n'est pas le moindre. On attend encore une petite minute et puis on va commencer la discussion. Je vais commencer par vous présenter pour ceux qui sont là et je redirai vos noms ensuite pour ceux qui ne sont pas là. Donc nous avons à ma gauche François Gibert qui est président d'Eclore Investissement, mais qui est aussi fondateur et président d'Eclore tout court. Vous n'êtes plus président. Vous étiez, pardon. Vous êtes fondateur, vous étiez président d'Eclore Investissement. À son côté, Morane Guillermic. On dit avec le Anne ou on dit Moran? Comme Bob Moran. Donc Morane Guillermic, chargé de mission d'Atlanson, cluster de la filière solaire du Grand Ouest. À côté de lui, Alexandre Pauvert, qui est consultant énergie renouvelable au CD2E, le centre de développement des éco-entreprises, qui est sur plusieurs sites en fait, Los Angeles, Lille et à Amiens pour les 3 sites des 3 départements des Hauts-de-France. Voilà. Et Xavier Cholin, qui est expert solaire thermique de la plateforme formation et évaluation de l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES. Et enfin, Guillaume Perrin, qui est chef du service des réseaux de chaleur et de froid de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Je crois qu'on dit plus court maintenant. On dit Fédération nationale des collectivités. On va commencer par vous d'ailleurs, Monsieur Perrin, avec un exposé sur le solaire thermique dans les bâtiments classés. C'est ça, vous avez mené une étude. Je vais vous passer la petite... Vous l'avez déjà? Est-ce que ça s'affiche? Vous voyez comment ça fonctionne? Parfait. Très bien, effectivement. Donc, Guillaume Perrin de la FNCCR, Fédération nationale des collectivités, qui rassemble un peu plus de 850 collectivités, donc soit 60 millions d'habitants. On a eu le plaisir de travailler notamment avec le ministère, la DGEC et un certain nombre d'autres acteurs, je vais vous en dire 2 mots juste après, sur la thématique de l'insertion du solaire, thermique et photovoltaïque au sein du patrimoine classé. Alors, ça aboutit notamment à ce guide-là que vous avez. Je vous ai mis l'hyperlien à partir duquel il est librement accessible. Et on a travaillé également sur la thématique du potentiel auprès des collectivités, la mise en place d'un cadastre solaire, en particulier thermique et photovoltaïque, sur la base de retours, notamment de métropole, de manière à continuer la promotion et porter la promotion de cette énergie renouvelable. Alors, la thématique du solaire. Et alors, premier élément, solaire et bâtiments classés, est-ce que c'est un sous-sujet? Pas forcément, parce que c'est vrai qu'on dit que ça reste peut-être petite bulle excentrée en tant que telle. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en termes de monuments classés au niveau européen, on est en 2e position, juste après l'Italie. 2e élément, c'est que les monuments classés, au sens large du terme, sans rentrer dans la nomenclature réglementaire en tant que telle, on en trouve sur tous les territoires. Donc ça a valeur, 1, d'exemplarité en tant que telle, et 2, c'est présent sur l'ensemble des territoires en tant que tel. Donc si on arrive à positionner des énergies renouvelables, et en particulier du solaire, sur un bâtiment classé ou équivalent, on aura gagné, on arrivera effectivement à mettre en avant l'intégration du solaire au niveau paysager en tant que tel. C'est un chemin qui est long, et vous le voyez, je pense, pour ceux qui sont déjà essayés à cette dynamique-là, notamment avec les ABF. Je ne sais pas s'il y a des ABF dans la salle, les architectes des bâtiments de France. Non. Il vaut mieux pas. Vous m'avez... J'attendais de savoir quelle anecdote j'allais sortir selon la réponse de la salle, effectivement. Je les connais, c'est pour ça. Comment? Un architecte, mais pas l'architecte des bâtiments de France. On a un groupe de travail en cours avec la DGEC sur la thématique intégrer les ENR de manière générale aux bâtis classés, comment mettre en place cette transition énergétique sur tous les territoires et dans tous les cas.
Et on avait tout au début de ce groupe de travail-là commencé à expliquer sur la partie photovoltaïque autoconsommation, mais la philosophie était la même en disant, vous voyez, on a beaucoup d'églises en ruine un peu partout en France ou qui menacent ruine, c'est un peu dommage. Mettons du solaire, ça permettra d'avoir une petite aide au niveau effectivement du financement sur une petite partie de la toiture, etc. L'architecte des bâtiments de France avait répondu, monsieur, je préfère une église en ruine qu'une église avec du solaire. Pour vous dire qu'on partait un petit peu loin. 2-3 groupes de travail plus tard, j'ai une deuxième anecdote. On a fini par. Alors, on a essayé de tenir la réunion comme on a pu. On s'est retrouvé à 2-3 réunions à travailler, expliquer l'intégration, les tuiles, tout ce qui pouvait être fait. Je vous en parlerai de mots juste après. Donc 3 réunions après, un autre ABF, le premier n'étant pas resté, mais heureusement ils sont plusieurs, donc on s'en réjouit, nous a dit, écoutez, j'ai bien compris, effectivement, le solaire thermique, photovoltaïque moyen, mais thermique pourquoi pas. Alors éolien on n'en parle pas, photovoltaïque à voir, surtout thermique pourquoi pas. Par contre j'ai une question, est-ce qu'on peut mettre les panneaux solaires sous les tuiles ? Alors je dis, alors c'est intéressant comme concept, ça va être compliqué. Je pense qu'on a la dynamique tuile, on a la dynamique solaire, on a peut-être quelque chose à faire autour de ça, mais les mettre dessous, ça va être un petit peu compliqué. Ça, c'était le dernier. J'étais du coup un tout petit peu avant l'été. On va être amené à se revoir en novembre pour essayer de progresser. En tout cas, cette acculturation de la thématique ENR, en particulier solaire et thermique encore plus, auprès des ABF et des architectes de manière générale aussi, elle reste encore à faire. On essaie de tous s'y employer à ce niveau-là. Un consensus qui ressort néanmoins de ce GT-là, c'est que le solaire et thermique en particulier est nettement l'ENR qui est privilégié pour l'intégration effectivement des ENR à Subati classés qui, encore une fois, se retrouvent dans l'ensemble des villes et territoires à ces niveaux-là. Un élément qui est aussi ressorti, c'est la nécessité de ce vocabulaire commun en tant que tel, en approchant dans une logique de respect du bâtiment et d'intégration spécifique qu'on peut imaginer en s'appuyant notamment sur certains produits. Premier élément de constat, si je veux vraiment regarder sur la partie juridique, c'est possible. On a une des simplifications qui sont issues de la loi Elan. Donc la loi Elan, elle a à peine 1 an du coup, donc c'est encore assez récent, qui sont codifiées pour la plupart de ces dispositions par décret et arrêté, qui permettent effectivement de faciliter ce dialogue. D'abord en instaurant un premier élément d'échange avec une demande d'avis consultatif de l'ABF, qui permet déjà, c'est leur grande demande à chaque fois les ABF, comme l'ensemble des acteurs, l'ADEME, etc., d'être associés le plus en amont possible. Les ABF, effectivement, on se rend compte que plus on a cette dynamique de facilitateurs en les consultant en amont, en montrant qu'ils ont leur voix au chapitre pour apporter des recommandations, plus effectivement ils peuvent faciliter le projet. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est un élément en tout cas facilitateur malgré tout. La loi Elan a permis cette ouverture-là. Il y a une dynamique également entre, alors ça c'est le côté positif côté ABF en amont, côté négatif si l'ABF bloque, on a une possibilité de saisir le préfet, donc duquel dépend à peu près l'ABF. Ah, j'ai une troisième anecdote à ce propos. Que je ne connais pas donc. Non, effectivement, je ne l'ai pas encore dit. Donc, dans notre rôle de la Fédération des collectivités, on a amené à éditer des guides, faire des journées d'études, etc. Ce que je vous présente aujourd'hui. On est aussi amené à aller conseiller les collectivités directement sur le terrain. Et sur un projet où on parlait de l'intégration de solaire au niveau d'un bâtiment qui était en face d'une église, sur une place classée, etc. Alors qu'on avait une benne à ordures qui était mise là depuis 10 ans, flashée, etc., qui gênait personne apparemment. L'ABF était un peu réticent, pour ne pas dire plus. À un moment, la discussion est dynamique et je lui demande quel est son supérieur hiérarchique. Il me répond, monsieur, la loi érige mon principe d'appréciation personnelle en principe de loi. Je n'ai pas de supérieur. Alors, renseignement pris, c'est pas tout à fait vrai, en l'occurrence. J'ai quand même vérifié. Mais effectivement, le préfet n'a pas toute autorité absolue sur l'ABF en tant que tel, mais il peut quand même avoir une dynamique de favoriser le dialogue lorsque l'ABF peut émettre un avis négatif malgré tout. Et c'est renforcé par les dispositions de la loi Elan de novembre dernier, en l'occurrence. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il y a 3 types de procédures au niveau juridique. Je ne vais pas les développer là, vous avez le guide qui sert à ça à ces niveaux-là, avec des délais qui sont encadrés au niveau des réponses et des recours qui sont apportés, une simplification qui est amenée par la loi Elan depuis une petite année. Les éléments de retour qu'on a, alors on essaie de promouvoir un maximum les bons REX, les bons retours d'expérience, bonnes pratiques qu'on a sur le sujet, que ce soit en France ou avec nos voisins, et les Belges et les Suisses en particulier, pas que aussi, on a les pays nordiques, Danemark, Suède ou autres, il y a des choses intéressantes qu'ils ont faites, de manière à montrer que c'est faisable. La thématique, évidemment, le compromis, il est classique. Je vais arrêter, je suis désolé. Oui. C'est l'équilibre entre
entre rentabilité, rendement et intégration en tant que telle. Avec la question de la couleur des panneaux, je ne rentrerai pas dans le détail, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi encore sur cette question-là. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon produit, effectivement, à l'endroit adapté pour avoir cette meilleure intégration possible en tenant compte des problématiques de covisibilité en tant que telle? Non, je plissais les yeux parce que je me disais, est-ce qu'il y a du solaire thermique dans les photos qu'on voit? C'était mon interrogation. Pas sur toutes. Pas sur toutes. Le guide est effectivement sur l'ensemble, mais il y en a. Est-ce qu'on peut intégrer des panneaux standards sur l'architecture classée? Ça va dépendre en fait de la manière dont ils sont intégrés et de l'endroit où ils sont intégrés. On avait discuté avec les ABF, on aimerait aboutir à un guide de prescription, notamment sur des églises assez importantes. Vous avez des toitures qui sont visibles à l'extérieur, d'autres qui sont intégrées à l'intérieur lorsqu'on a des chœurs assez importants. Et c'est là-dessus qu'on portait justement les recommandations en disant, dans ce cas-là, dès lors qu'il n'y a pas de co-visibilité immédiate, voire même de visibilité tout court à différents niveaux, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers cette dynamique-là? Ils n'y sont pas forcément avec des produits standards, ils ne sont pas forcément posés. Par contre, dès qu'il y a visibilité ou co-visibilité avec l'appréciation globale du paysage, là, il faut des produits adaptés, donc avec notamment des questions de couleur et de réfléchissement qui soient adaptés aussi. D'accord. Gardez vos questions pour tout à l'heure. On va avancer un peu dans le tour de table avec Alexandre Pauvert. Donc on va faire un saut de micro de la région Hauts-de-France. Elle va nous présenter le collectif régional de l'énergie solaire lancé en mars 2018, Coresol. C'est ça. Donc bonjour à tous. Alors le Coresol, pourquoi Coresol? Alors c'est très simple, hein, Coresol pour collectif régional de l'énergie solaire. C'est une initiative qui a été prise par l'ADEME Hauts-de-France, la région, la Chambre de commerce et le CD2E. Le but de ce dispositif, c'est de fédérer les acteurs économiques, institutionnels et associatifs. Donc de véritablement créer un réseau d'acteurs pour massifier d'une part le solaire photovoltaïque et relancer le marché du solaire thermique en région Hauts-de-France. Alors il a été lancé... Il a été lancé le 26 mars 2018 dans le cadre d'une journée technique et on a créé un événement de lancement. Vous avez les photos à l'écran. Quels sont vos objectifs? Ouais, alors, dans un premier temps, peut-être qui peut faire partie de ce collectif? Qui peut faire partie du Coresol? Alors, on a d'une part les acteurs du noyau dur institutionnel, Chambre de commerce, ADEME, CD2E et région. Des acteurs associatifs, Enerplan a contribué assez largement au Coresol, la T2E pour la cible industrielle. Et ensuite, on retrouve des acteurs économiques de la filière, donc des gros groupes, GRDF a contribué largement, Dalkia, et des bureaux d'études, des investisseurs, des installateurs, des exploitants. Et des entreprises étrangères. Et des entreprises étrangères. On voit Sonoptimo qui a participé également au groupe de travail. Donc c'est complètement ouvert. Le but, c'est vraiment de chacun de sa position, de faire un retour sur le marché. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire dans un premier temps, c'est organiser 2 groupes de travail filières, donc entre acteurs économiques. Donc d'abord pour mettre en réseau les acteurs entre eux, faire un constat du marché en région, et ensuite chacun de sa position a fait des propositions pour relancer le marché du solaire thermique. Vous voulez parler maintenant du travail que vous avez fait de formation aussi, Alors, de la mobilisation de l'offre? Voilà, surtout du secteur de la demande en fait. Ensuite, après cette mobilisation des acteurs économiques, ce qui est ressorti de ces 2 groupes de travail, c'était, très bien, on a fait ce constat filière, on a fait nos propositions. Maintenant, ce serait bien qu'on ait en face des maîtres d'ouvrage, des acteurs de la demande. Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire avec 2 temps forts, alors qui ne sont pas propres au Coresol, mais qui sont plus 2 temps forts régionaux. D'une part, la restitution de l'étude qui est en cours sur l'intégration du solaire thermique sur le réseau de chaleur de la région. Donc, ça a été dit, hein, c'est le bureau d'études, le cabinet Schaeffer et le bureau d'études Solenaire qui pilotent cette étude. Donc sur entre 20 et 30 réseaux de chaleur de la région, autant de préfaisabilité. Et donc avec l'ADEME, on a organisé une restitution de ces études qui a plutôt suscité de l'intérêt, puisqu'on a eu environ 70 participants. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait aussi bien des acteurs économiques que des collectivités. C'était à peu près moitié-moitié. Et donc on a largement laissé le temps sur les temps café et mise en réseau des acteurs pour créer des échanges.
Ensuite, on a profité de la référence de l'e-service à Merville, ça a été largement présenté, et on a appuyé Sonoptimos sur l'inauguration, notamment avec la visite de la presse. Oui, alors en parallèle de cette structuration de l'offre, de cette stimulation de marché, le but, c'est aussi que ce marché soit capté au maximum par de la main-d'œuvre locale. Et donc, pour ça, ça nécessite de proposer des formations, puisque le constat que nous avons fait et la remontée des professionnels qu'on avait, c'était on veut bien se former pour le solaire thermique, mais d'une part, le marché est quand même assez faible, et d'autre part, pour se former, on doit soit aller se former à Paris, soit voire même plus bas dans certains cas, puisqu'on n'avait pas de plateau de formation, mis à part de certains fabricants. Mais du coup, nous, CD2E, on a vraiment voulu proposer quelque chose d'indépendant, et donc on a décidé de collaborer avec l'INES. On a eu la première formation la semaine dernière. Donc on a décidé d'amener une formation de l'INES en région. Donc la formation de la semaine dernière, c'était une formation sur l'ingénierie et la conception des installations solaires thermiques. Une formation qui fait partie d'un parcours qualifiant, RGE. Donc ça a plutôt bien marché. On a eu 8 inscrits, 6 bureaux d'études et un architecte qui pourront, dans les prochaines semaines, devenir RGE 20.14, qui est la qualification demandée, exigée par l'ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur. Et donc sur les formations, le but, ce n'est pas de s'arrêter au bureau d'études, mais également d'en proposer à d'autres cibles, installateurs, exploitants. Mais pour ça, ça demande d'avoir un plateau pédagogique assez complet qui réponde au cahier des charges de qualité ENR, par exemple, pour les formations Calisol. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Le plateau pédagogique, on travaille avec un lycée professionnel à Lille, le lycée Baggio, qui a déjà des équipements de qualité. Et donc, ça peut suffire pour une journée pratique dans le cadre d'une formation bureau d'études. Mais en revanche, ce n'est pas suffisant pour les formations, pour les installateurs ou les exploitants. Donc là, j'ai des échanges avec l'ADEME, avec certains fabricants, pour la fourniture des équipements sur ce lycée. Voilà pour les formations. Est-ce qu'il y avait encore un slide? Oui. Alors voilà, vous avez quelques images des événements qu'on a lancés. Donc la centrale, l'événement réseau de chaleur. Et comment vous mesurez la réussite de votre mobilisation de la demande? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux projets qui ont émergé, des choses un peu concrètes? Alors, en effet, on constate un regain d'intérêt. Je pense notamment aux bailleurs sociaux. Alors on a fait un événement avec l'URH, donc l'Union régionale pour l'habitat, une journée technique solaire dans le logement social avec une matinée solaire thermique. On a eu une vingtaine de bailleurs qui étaient présents, donc preuve de l'intérêt. Et certains d'entre eux sont en train aussi de se lancer dans des contrats d'objectifs patrimoniaux, dont le but est de développer le solaire thermique, entre autres, sur leur patrimoine. Donc on constate ce regain d'intérêt du secteur de la demande, et en parallèle de ce que je vous disais sur l'offre. Voilà, la formation de la semaine dernière a assez bien marché, et on constate l'intérêt des acteurs économiques qui sont depuis le départ dans le collectif. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour 2020? Alors, au niveau des perspectives, donc là on voit les photos de la formation. Au niveau des perspectives, c'est dans un premier temps poursuivre les groupes de travail sur d'autres thématiques. Donc la slide va passer, mais on a notamment un... Ouais. Ah d'accord, ah voilà, effectivement. On a notamment un fort enjeu dans la région sur la rénovation des logements du bassin minier. Ça représente environ 23 000 logements. Et la plupart de ces logements sont classés. Donc là, ça fait vraiment écho à la présentation qui vient d'être faite. Donc là, je fais vraiment un appel aux fabricants, puisque pour proposer des solutions un peu architecturales, un petit peu innovantes, qui peuvent tout à fait s'intégrer sur des bâtiments classés, puisque là encore, dans la région de France, pour le coup, c'est vraiment un fort enjeu, cette rénovation du bassin minier. Ensuite, on pourra en avoir d'autres sur le dispositif financier de l'ADEME, s'il est amené à évoluer. Voilà, en fait, et sur d'autres thématiques qui viendront s'ajouter au fil de l'eau. Ensuite, c'est construire sur les références existantes. Donc, ça a été présenté tout au long de la journée. On a la chance d'avoir quelques projets phares et pilotes dans l'industrie, dans la santé, dans le tourisme. On a également une piscine. Donc, construire sur ces références existantes pour en faire émerger des nouvelles. Donc, il y a également les dispositifs de l'ADEME qui existent, les contrats de développement. Donc, c'est profiter de tout ce package pour faire émerger de nouveaux projets. Élargir le collectif,
Parce que surtout sur la cible installateur, pour l'instant, c'est une des cibles que j'ai le plus de mal à mobiliser dans le cadre de ce collectif. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais c'est proposer d'autres formations sur d'autres publics cibles. Et pourquoi pas une formation sur les réseaux de chaleur, puisque avec l'étude qui est en cours, la région Hauts-de-France pourrait devenir une des régions pionnières finalement sur les réseaux de chaleur. Et sur toute la main-d'œuvre sur une installation solaire thermique, on est sur de l'emploi local et non délocalisable sur toute la durée du projet. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. 2 mots sur les objectifs du SRADET Hauts-de-France. Donc vous les voyez en bas de slide. Ils sont très, très, très ambitieux. Bon, ça a le mérite de fixer une trajectoire. Maintenant, il faut que ça se traduise par une volonté assez forte, voilà, de portage. De la région ? De la région. Mais ce qui est déjà en partie le cas. Mais quand on voit les objectifs, il y a quand même du travail. On pourra interpeller tout à l'heure l'ADEME à nouveau, voir où ça en est. On va s'arrêter là pour l'instant sur Coresol. On va changer de région et passer en Pays de la Loire. Et, vous aviez fini, pardon, hein, c'était le dernier slide. Oui, oui. On va passer en Pays de la Loire et en Bretagne avec Morane Guillermic. Pas tout de suite sur Oléron, monsieur Gibert. Il y a beaucoup de Bretons représentés à la table. Donc voilà, là un autre réseau professionnel, peut-être avec une autre méthodologie, mais voilà, vous allez nous exposer un peu de quoi il retourne. Voilà. Bonjour à tous, donc Morane Guillermic, moi je suis le chargé de mission chez Atlanson, qui est le cluster solaire Bretagne, Pays de Loire. Parce que même moi, alors, je suis le breton de l'équipe et pour le coup, même en Bretagne, il y a du soleil. 2 mots sur le cluster. Donc nous, on est là pour accompagner l'émergence de projets solaires et uniquement solaires, que ce soit thermique ou photovoltaïque. Bon, là aujourd'hui, on va parler du thermique. On est grandement financé, un peu comme CD2E, par conjointement Bretagne, région Bretagne-Pays de Loire et les DR ADEME Bretagne-Pays de Loire, plus un peu de financement privé sur des adhésions, avec une feuille de route, et ça c'est important, qui est commune, qui a été co-signée par région et ADEME Bretagne-Pays de Loire sur une ligne de conduite, à savoir faire la promotion du solaire, accompagner, mettre à disposition à la fois un centre de ressources, mais aussi travailler pour développer le savoir-faire, que ce soit en amont sur l'engineering, que sur la réalisation, que sur le suivi, parce qu'il ne faut pas l'omettre, et puis aussi travailler sur les nouvelles technologies, puisque ça évolue quand même si c'est une technologie qui est mature, au moins pour le thermique. Il y a encore des évolutions et on l'a vu ce matin. Donc notre ADN à nous, elle est simple, hein. Je dirais qu'on est binaire, c'est le solaire, uniquement le solaire, matin, midi et soir, et même le week-end, avec une obligation, et là c'est le breton qui vous parle, c'est de ne pas sortir du territoire. Le breton a du mal, il s'exporte, mais il aime bien revenir en terrain conquis, et pour le coup c'est le cas. Par contre, on a une ligne de conduite qui, je trouve, est intéressante parce qu'on l'a retrouvée en fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On ne peut pas se permettre de se la jouer solo. Il faut vraiment s'appuyer sur les réseaux, sur de la collaboration, des liens, et puis tout ça pour justement permettre à l'émergence. Initialement, Atlanson était en Pays de Loire, créé en 2012, avec, on va dire, 110, 115 membres, que ce soit de l'entreprise, de la collectivité, plus les financeurs région et ADEME. Et depuis le 1er janvier, est arrivé en Bretagne, justement dans l'idée de créer une entente et une dynamique sur toute la partie ouest de la France. Mais pour en avoir pas mal discuté avec Alexandre, on a aujourd'hui le potentiel et l'intention de créer en fait toute une banane nord-ouest justement pour collaborer et justement avoir de la transversalité sur nos projets de déploiement. Alors la banane en question, c'est la banane du non solaire qui va de la Bretagne, Normandie aux Hauts-de-France. Ouais, c'est ça. C'est en gros où on va pas en vacances pour aller chercher le soleil. C'est pas la Sunbelt, c'est la non-Sunbelt. Mais après, il faut avoir des ambitions. On dit souvent en Bretagne, il n'y a pas de soleil et du pétrole. Bon, le pétrole, c'est quand il y a les RICA, mais sinon, non. C'est vraiment l'ambition de. On le voit aujourd'hui.
on ne peut pas se permettre de squeezer des régions. Effectivement, c'est plus facile de parler solaire dans le sud, mais on a aussi des intérêts multiples à faire cette promotion, à accompagner justement le déploiement des technologies solaires sur nos régions, et là pour le coup pour moi sur la Bretagne et sur les Pays de Loire. Moi j'ai appris qu'il y avait beaucoup de soleil dans le sud, mais qu'il y avait beaucoup de besoin de chaleur dans le nord, donc c'était d'autant plus intéressant d'utiliser du solaire. Ouais, tout à fait. Mais bon, vous venez en Bretagne, vous prenez des coups de soleil, entre chaque ondée il fait beau. Donc, pour parler de nos actions et des actions que moi j'essaye de mener particulièrement autour de la filière solaire, il y a la réalisation de notes d'opportunité. Alors, en appui sur les quotas, les quotas de développement territoriaux, mais aussi tous les réseaux et les adhérents, avec une règle de base, pour nous, Cluster Solaire, c'est nous ne sommes pas concurrentiels. Donc nous ne venons pas nous substituer à des bureaux d'études, à tout prescripteur. On est vraiment là en amont des projets, justement, pour faire, on va dire, monter la mayonnaise jusqu'au moment où le porteur de projet est confirmé en fait dans sa demande, et là auquel cas il peut transformer auprès d'une étude. Pourquoi la note d'opportunité ? Déjà parce qu'en fait aujourd'hui tous les porteurs de projet ne sont pas forcément mûrs sur la démarche, et puis il y a encore la sacro-sainte confusion entre le photovoltaïque et le thermique. Donc rien que de purger ce volet-là, ça demande déjà un peu de temps. Donc nous on est là en fait pour les accompagner sur la vision de leur consommation, déjà leur ouvrir les yeux sur de l'existant, sur un bâtiment existant plus que sur du neuf, mais sur le neuf, on y arrive aussi, de les faire prendre conscience de ce que représente leur part d'énergie in situ, et déjà, si, je prends l'exemple d'un EHPAD, est-ce qu'ils peuvent déjà en soi l'améliorer ? Ce travail d'interrogation est là pour leur permettre déjà de s'interroger sur les questions qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils vont transformer sur une étude de faisabilité. Ils ingèrent déjà les questions, et puis derrière, en fait, tout le monde y gagne. Donc nous, on les accompagne déjà un petit peu pour apprécier le contexte, regarder la problématique du site, le contexte aussi énergétique global. Et puis l'idée, c'est in situ de leur donner les clés de compréhension sur les consommations, les solutions qu'ils pourraient mettre en œuvre, et pour les amener à transformer vers une étude et aller plus loin. En fait, on essaie vraiment on ne les prend pas par les mains parce qu'on ne va pas les pousser, mais en fait, on leur donne vraiment les clés pour qu'ils se disent « Ok, le solaire, ce n'est pas juste dans les rêves, ce n'est pas juste sur le papier, mais c'est une réalité qu'ils peuvent prendre en main et justement qu'ils peuvent être amenés à transformer derrière. » Si la note d'opportunité montre que le site est opportun, vous accompagnez davantage le porteur de projet ? Dans nos adhérents, on a tout un panel de bureaux d'études référencés, RGE, avec aussi des compétences, des références. Donc effectivement, on leur met à disposition la liste. Et après, nous, on sort du jeu en fait. C'est-à-dire qu'après, on n'intervient plus. On laisse faire les professionnels du secteur. À eux, la balle est dans leur coin après. Après, on essaie toujours de rester en fait en lien avec l'action, ne serait-ce que déjà pour avoir toute la finalité et la genèse du projet. Mais à partir du moment où il y a une notion économique, il y a une intervention économique, on sort du jeu. Nous, on est vraiment là pour être un facilitateur. Ça, c'est pour on va dire le déploiement d'une nouvelle technologie. Mais quid du parc existant ? On le sait tous, on a un parc existant qui n'est pas forcément en bonne santé, on l'aimerait tous. Moi, lorsque j'ai intégré Atlanson, j'ai proposé, alors, pour la Bretagne, mais aussi pour les Pays de Loire, de proposer non pas des notes d'opportunité, mais des notes de diagnostic. Pourquoi ? Aujourd'hui, beaucoup de porteurs de projets ont du solaire thermique. Alors, ils ont de la chance, il est bien entretenu, ils ont des compteurs, ils sont suivis, c'est très bien, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et beaucoup, malheureusement, des installations solaires, soit ils savent clairement que ça ne marche pas, auquel cas, voilà. Soit ils ont une installation solaire, mais ils ne savent pas si ça marche. Personne ne leur dit si c'est blanc ou noir, si ça performe ou pas, si ça sous-performe. Le problème, c'est que si on va les voir, leur dire écoutez, vous avez une installation solaire, il y a une chance sur deux qu'elle ne marche pas ou elle marche mal, il va falloir financer un audit. Et là, très clairement, on les met un peu dans le fait accompli. Je ne vais pas dire qu'on les viole, mais ils n'apprécient pas forcément. Donc moi, en fait, j'ai proposé
de réaliser des notes de diagnostic en leur disant bah voilà, nous on est neutre, on n'est pas bureau d'études, on est uniquement là pour vous apporter un service, juste un contrôle visuel. C'est très facile de savoir si enfin, on rentre pas dans les détails, mais déjà de leur amener sans aucune démarche commerciale, de les prendre par la main et puis d'aller regarder en fait l'état de l'installation. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des pathologies qu'on retrouve malheureusement de manière courante, des retours de boue enfin, bon bref, je vais pas faire la liste des pathologies qu'on retrouve. On essaie de faire une petite synthèse de ce qu'on a vu. À l'issue de ça, on rencontre deux choses. Soit des défauts de dysfonctionnement qui sont facilement corrigeables. On fait une liste à l'après-vert en leur disant bon, voilà ce qu'il faudrait faire. Maintenant, vous faites ou vous ne faites pas. Mais en tout cas. Et combien ça coûte, vous leur dites? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, l'idée, c'est encore une fois, c'est de les amener à ce qu'ils contractualisent soit un audit, soit un AMO. Donc je ne veux pas en fait les prendre par les mains, je les mets dans le fait accompli en disant bah voilà, vous avez une installation, ça fait peut-être X années que vous avez investi, subvention ou pas, c'est pas mon problème, mais vous avez une installation de production de chaleur, et sauf qu'en fait, elle n'a jamais été valorisée. Bah, aujourd'hui, je vous le démontre, maintenant, voilà ce qu'il faudrait faire, aller un petit peu plus loin, engager peut-être un petit peu d'argent, et puis si potentiellement ça peut coller avec le dispositif de réhabilitation, puisqu'en fait l'ADEME et les Pays de Loire sont des régions test. Donc ça peut rentrer en plus dans le dispositif de l'ADEME. Donc là encore une fois, c'est leur mettre le pied à l'étrier. Et puis si vraiment on ne peut pas leur apporter une liste, enfin je ne suis pas en capacité de leur apporter une liste de petits travaux à réaliser pour réhabiliter l'install, bah c'est vraiment les impulser sur le fait, faites réaliser un audit complet. On a des bureaux d'études qui ont les compétences, qui peuvent vous accompagner. L'idée dans tout ça, c'est que vous, d'une installation de production d'énergie qui n'a jamais fonctionné, vous puissiez enfin en être satisfait et demain vous en ferez la publicité. Vous avez peut-être été lésé par le passé, mais aujourd'hui la filière s'est structurée, on est là pour vous accompagner. Et donc du coup, on traite à la fois par les notes d'opportunité les projets futurs, mais on traite aussi malheureusement nos casseroles qui, si demain on les traite, vont nous faire une grande bouffée d'oxygène et puis ça va porter tout le monde vers le haut, quoi. Là, vous dites que vous l'avez proposé, cette note de diagnostic. Donc, c'est quelque chose qui va être mis en place vraiment? Ah non, j'en ai déjà réalisé une petite dizaine. D'accord. Ouais, je l'ai proposé en fait au DR, ADEME et aux régions, puisque moi, à fond, j'étais bureau d'études avant d'intégrer Atlanson. En fait, il y avait un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'en fait, pour des grosses installations en bureau d'études, peut présenter un audit de 2, 3, 4 000 euros si l'installation a fait plus de 25 mètres carrés. Maintenant, dans beaucoup de cas de figure, une installation qui fait 10 mètres carrés, il y en a quand même pas mal, ça représente comme une grande partie du parc, sauf que présenter un devis, même s'il est pris en charge à 70% dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la réhabilitation porté par l'ADEME, ça reste quand même une somme. Et présenter ça pour un porteur de projet, une installation lui a coûté 10 000 euros, ça fait peut-être 10 ans où il pense qu'elle fonctionne et en fait elle ne fonctionne pas et donc elle est amortie, il ne veut pas l'accepter. Donc du coup, l'idée de cette note de diagnostic, c'est un peu comme je vais chez le médecin, mais il fait le tiers payant, donc j'ai rien avancé, et puis je ressors avec une ordonnance, quoi. En fait, c'est un peu ça, quoi, l'idée. D'accord. Est-ce que vous aviez encore autre chose derrière? Et non, je crois que c'est tout bon. D'accord. Voilà. On reviendra peut-être tout à l'heure vers vous, mais pour l'instant, on va passer en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Xavier Cholin qui va nous parler de la mise en service dynamique. Bonjour tout le monde. Oui, alors on revient en Auvergne un tout petit peu, on est pas mal au niveau national, pour faire un petit point sur cette mise en service dynamique qui a été proposée par le collectif Sokol à la demande de l'ADEME pour essayer de sécuriser la mise en route des installations. Un petit rappel sur ce que c'est et pourquoi ça a été introduit. En gros, la mise en service dynamique, c'est la dernière étape de ce qu'on appelle le commissionnement, c'est-à-dire la mise en place d'une démarche qualité tout au long du projet solaire thermique pour aboutir à une installation qui a été correctement conçue, correctement dimensionnée, correctement installée et qui va pouvoir
démarrer en exploitation dans de bonnes conditions. C'est une opération qui est un peu à cheval sur la mise en œuvre et sur l'exploitation. C'est à la fois la dernière étape de l'équipe de maîtrise d'œuvre et installation et la première étape de l'exploitation. Ce qui en fait, en particulier juridiquement, un outil qui n'est pas si simple que ça et qu'on a essayé de construire, pas trop compliqué, mais on va voir qu'on a encore un petit peu de travail pour l'améliorer. L'objectif, in fine, c'est d'être capable que l'ensemble des intervenants qui ont été en amont de l'installation puissent délivrer l'installation en toute transparence à l'exploitant, en étant certain que non seulement elle a été correctement conçue, installée, mais qu'en plus elle fonctionne dans des conditions optimum, qu'elle atteint la performance énergétique qui était envisagée. Alors, d'un point de vue pratique, comment ça a été conçu, quel fonctionnement est prévu? Il y a un aspect juridique qui est une charte qui lie les différents intervenants. Alors, le terme charte, il est volontaire. C'est ce que le juriste avec lequel Sokol a travaillé nous a suggéré, parce que c'est un document qui est pas signé par tout le monde au départ, mais qui est signé au fur et à mesure de l'entrée des intervenants dans le processus. Et le bon terme juridique pour ça, c'est une charte. Donc c'est un élément important qui lie les intervenants entre eux. Et puis sur les aspects techniques, bien, il y a un livret technique qui est à disposition des différents intervenants. Et en particulier, le point qui est le point le plus important au final de l'ensemble de la mise en service, dans laquelle elle s'appelle dynamique, mais il y a aussi des parties statiques d'ailleurs dedans. On reprend l'ensemble des éléments à mettre en œuvre pour s'assurer que l'installation est correcte. Et ça se termine par une mesure en fonctionnement, une mesure énergétique, avec comparaison avec un calcul théorique. Et tel que c'est prévu aujourd'hui dans le modèle de charte, c'est un calcul théorique qui est fait dans les conditions de fonctionnement au moment de cet essai, c'est-à-dire en tenant compte des soutirages réels sur l'installation et de l'ensoleillement réel. Et donc, il y a eu un début de mise en application de cette mise en service dynamique dans les dossiers soutenus par l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, pour faire simple, si on doit retenir un mot de ressenti de la part des acteurs qui ont eu à le mettre en place, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué à la fois parce qu'il n'est pas si évident que ça, parmi les documents qu'on a mis à disposition sur la plateforme Sokol, de bien comprendre quel est le rôle de chacun des acteurs là-dedans. Voilà, on a ça à améliorer. Que les documents sont relativement nombreux et assez complexes. Voilà le retour qu'on en a. Et donc, du coup, aujourd'hui, au sein de la plateforme Sokol, on a démarré une amélioration pour répondre à cette problématique. Donc, on est en train de refondre les documents pour les simplifier. Et puis, aujourd'hui, c'est présenté sur la page Sokol dédiée avec une liste de documents sans particulièrement d'ordre, sans lequel document sert à qui, etc. Et donc l'idée, c'est d'organiser ça pour qu'un système à plusieurs entrées, je suis installateur, ou je suis exploitant, ou je suis maître d'ouvrage, sauf un lien vers exactement les bons documents, dans quel ordre on va les utiliser. Est-ce que il y a par exemple la charte, en fait il en existe 3 des chartes aujourd'hui. Il y a une charte si, entre guillemets, je me contente de faire une mise en service dynamique, ou bien est-ce que j'en fais une en ayant en tête qu'après je vais faire de la garantie de résultats solaires, ou bien si j'en fais une en ayant en tête qu'après je vais contractualiser avec l'exploitant un contrat de vérification du bon fonctionnement, quoi. Et rien que ça, c'est déjà pas forcément évident de se repérer. Voilà. Donc il y a un travail qui est en cours, qu'on a démarré, que j'espère on arrivera à boucler d'ici la fin de l'année, donc d'amélioration de l'ensemble de ces documents. Juste sur le planning, quand va aboutir cet exercice de simplification? Est-ce que vous êtes donné un planning de travail?
Oui, on espère bien avoir fini avant la fin de l'année. Ouais. Avant fin d'année 2019 Ouais. D'accord. On revient en Bretagne, à Oléron. Non, c'est pas tout à fait la Bretagne. Ça dépend d'où on regarde. Mais... Poitou-Charentes et maintenant Poitou-Charentes, pardon. Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, voilà. Voilà. Oh, décidément, il faut que je revoie mes cours. Donc, Bon. François Gibert, Éclore Investissement, pour une expérimentation, cette fois plus financière que technique, du côté de l'île d'Oléron. Bon, j'espère que c'est la dernière intervention. J'espère que vous ne dormez pas. Je vais essayer de vous réveiller. Bon, donc, juste l'origine, parce que j'ai déjà présenté le projet, je pense qu'il y a plus d'1 an. Et l'origine, ce projet est né d'une frustration et puis après d'une rencontre. La frustration, c'est celle que j'ai constatée dans les impasses du solaire. D'ailleurs, Richard l'a très bien résumé encore aujourd'hui en fin de matinée. Hein. Et c'est dire l'impasse sur le neuf et du fait de la réglementation, et une impasse qui existe encore, même si elle commence à se lever, sur le prix de l'énergie, parce que dans la rénovation, on se bat contre un prix d'énergie de gaz qui est toujours à 4 centimes ou 5 centimes le kilowattheure. Donc, cette frustration sur les débouchés du solaire, et puis une rencontre. Il se trouve que donc, je suis dans la région Poitou-Charentes, et la communauté de communes d'Oléron avait un certain dynamisme et avait voulu être volontariste et faire une étude un peu sur des sites en disant bon, quand même, on est à Oléron, on a du soleil, ça serait quand même sympa d'aller mettre un peu de soleil dans les hôtels, les campings ou tous les sites. Donc, il y avait une étude qui avait été faite en 2015, je crois, ou 2016, par Texol, sur 15 sites, je crois, avec des possibilités. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était de dire, bon, bah, écoutez, il y a des installations qui ne marchent pas, il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des multiples acteurs qui se renvoient la balle, on va essayer quelque chose d'autre. Et donc, l'idée, c'est de faire de la location longue durée sur du solaire. C'était alors un peu les modèles que vous avez vus sur les gros réseaux, Newit, Sunti, Kyotherm et tout ça, mais avec l'objectif de le voir sur le marché classique du solaire thermique, c'est-à-dire le marché dans les collectifs dans les 50-100 mètres carrés. Voilà comment c'est né. Donc l'idée a été creusée en 2018, déposé le dossier ADEME en 2018, et on a commencé les premières réalisations en octobre et novembre 2018. Donc ça veut dire que je viens ici pour faire un premier bilan après 1 an où il y a déjà 4 installations qui fonctionnent et 2 dernières sont mises en route, enfin sont en cours de montage. L'idée est la suivante. On a parlé à travers la journée. L'idée est la suivante. Si on fait du solaire pour faire 20% des besoins, bon, les gens, c'est compliqué, il y a des risques, ça va surchauffer et en plus, ça fait que 20%. Donc l'idée suivante, c'était de pousser au maximum, disons, l'usage du solaire dans les installations. Donc taux de couverture élevé, je parle taux de couverture au sens classique sur le besoin primaire, d'emblée. La seule limite, c'était bien sûr la limite économique, c'est-à-dire que quand on augmente le taux de couverture, on diminue la productivité, mais aussi quand on augmente le taux de couverture, comme les surfaces augmentent, on diminue aussi le coût. À un moment donné, le coût au kilowattheure, il devient optimum. Donc c'est ça ce qu'on a recherché dans l'approche. Et donc du coup, sur les 12 ou 13 sites, c'est clair qu'on en a sélectionné 8, qui étaient dans la fourchette économique possible, et finalement il y en a eu 6 de signés. Donc ça explique qu'on a, bien qu'étant à Oléron, on a une productivité moyenne qui est assez faible, 470 kWh par an et 20 mètres carrés. Attention, là-dedans, il y en a qui sont des permanents toute l'année et d'autres qui sont plutôt des saisonniers. Donc ça joue aussi. Un prix moyen installé objectif, des dossiers ADEME, là, 615 €, ce qui est bas pour une moyenne de 55 mètres carrés. Donc ça veut dire que c'était un challenge qu'on s'est donné en disant, nous, on peut y arriver, sachant qu'on travaille en étroite collaboration, fabricant, parce que je suis issu d'un fabricant et installateur, et avec un interlocuteur unique qui est Éclore Invest. Et donc on a visé, parce que c'était le prix du marché, les gens étaient au propane. Le propane, c'est 8 centimes d'euros le kilowattheure. Enfin, ça monte en ce moment, mais c'était 8 centimes d'euros le kilowattheure. Donc,
C'était l'objectif cible sur l'affaire. Et l'idée, c'est qu'on ne pouvait pas dépasser 10 ans parce qu'on n'est pas comme dans le photovoltaïque, on n'a pas 20 ans de garantie de prix. Les gens, la question que vous avez posée, qui pousse à s'engager sur 20 ans, il faut vraiment avoir des garanties. Donc j'ai bien senti dans les premiers tests commerciaux que si on dépassait 10-12 ans, ça ne passait pas. Le chiffre de 2500 € hors taxe du mètre carré, c'est pour vous rendre compte que l'enjeu est important et difficile. C'est qu'on doit loger dans ces 2500 moyennes, à la fois l'amortissement de l'installation et le suivi et sa maintenance. Voilà. Avec un objectif que ce soit un prix stable sur 10 ans. Donc là, le pari est quand même élevé. D'ailleurs, certains de la salle ne sont pas priés de me le dire en disant « t'es fou ». Bon. Donc, premier bilan. J'en ai que 4 qui ont fonctionné avec une certaine depuis un an complet, ou presque, et d'autres simplement un été. On a tenu le CAPEX, on a tenu le coût, sans problème. Et bien que j'ai rajouté des choses qui n'ont pas été financées par l'ADEME, puisque ce n'est pas encore finançable, c'est notamment des couvertures de bouclage. Mais le coût, on est resté autour des 600 € hors taxe du mètre carré. Ça, on n'a pas eu de surprise. Parce que je pense que l'ensemble installateur et nous, on connaissait bien notre métier. Le point important aussi, c'est qu'on a un logiciel, WebSolve, qui est un seul télésuivi. On n'a rien inventé. Par contre, la particularité, c'est qu'on a tout mis dessus. C'est-à-dire à la fois la régulation solaire primaire et aussi toutes les informations des usages, donc du secondaire et la distribution des calories. À la fois sur l'eau, sur la piscine, parce qu'il y en a il y a une piscine aussi, et à la fois sur la boucle sanitaire, on en reparlera. Ce qui veut dire que tous ces relevés de compteurs d'énergie, comme les consommations d'eau, remontent avec une mesure toutes les 10 minutes, systématiquement, via un système qui est Internet. Mais en fait, c'est d'abord, comme dans les locaux techniques, il n'y a pas souvent Internet, c'est pas facile, on a mis une antenne LoRa qui renvoie sur le réseau et qu'on peut récupérer sur Internet. Donc ça, on l'a fait parce que précisément, auparavant, Ecleur avait développé en base, sur ces installations, le système avec la régulation, mais avec ses annexes. Les régulations sont faites, ne sont pas des régulations commerce, c'est des régulations qu'on a développées nous-mêmes. L'OPEX, alors OPEX en première année, c'est difficile de le dire, parce que la première année, bon, il n'y a pas beaucoup de maintenance. Il y a, en fait, on sait que les OPEX de l'autovidangeable, parce qu'on j'ai choisi l'autovidangeable pour des raisons, pas simplement pour des raisons de sécurité dont on a parlé, mais j'ai choisi l'autovidangeable aussi parce que c'est le type d'installation où il y a le moins de maintenance. Il n'y a pas d'éléments, des bêtes à chagrin, j'appelle ça des bêtes à chagrin, c'est les soupapes, c'est les purgeurs, c'est les vases d'expansion, il n'y a pas tout ça. Et en plus, le liquide, il n'est pas jamais 90 ou 95 degrés. Donc on n'a pas de risque de gratinage. Si la vidange et les tuyaux sont bien faits, il n'y a aucun risque. Et je suis content de voir que l'installation disons qu'on a vu, notamment dans l'industrie, elle est toute prise l'option auto-vidangeable, parce que je pense que c'est un des moyens, mais c'est un des moyens les plus faciles et les plus efficaces, qui demandent des précautions, mais c'est un des moyens les plus faciles pour maîtriser les coûts de maintenance. Je reviens sur la couverture de bouclage. Alors ça, c'était dans le dossier ADEME, ce n'était pas prévu, parce que le dossier ADEME, je l'ai présenté simplement sur les besoins primaires. Mais je l'ai fait à mes propres frais, l'élément de couverture de boucle. C'est de dire, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, le besoin primaire, le QECS, c'est la partie vert plus sombre, c'est 50% des besoins, et la partie bouclage, c'est les autres 50%, en vert clair. Jusqu'ici, on avait tendance à dimensionner le solaire pour que le rouge soit en dessous de la courbe verte. Moi, d'emblée, je me suis mis au-dessus. Ça veut dire que pour le besoin primaire, on est à plus de 100% pour plusieurs mois de l'année. Mais en mettant la couverture de boucle, c'est clair qu'on n'est pas tout à fait au 100% du global. Et on retrouve à peu près ce qu'on a vu là sur les... J'avais visé un taux de couverture de 66% moyenne, c'est-à-dire par rapport à la courbe verte. Et en global, on pensait atteindre autour entre 45 et 60%, 65% de taux d'économie sur l'ensemble global. Donc cette courbe-là, j'aime bien la montrer parce que ça symbolise bien ce que c'est que le solaire. Et là, bien sûr, on a supposé que les besoins d'eau chaude étaient stables dans l'année. C'est une hypothèse juste pour que le graphique soit plus lisible. On peut passer, merci.
Alors, juste, je reviens sur l'effet de boucle sanitaire parce qu'on en a parlé et ça corrobore exactement ce qui a été dit. Pour l'instant, j'en ai que 3 sur les 4 qui sont en boucle sanitaire, où il y a une couverture de la boucle sanitaire par le solaire. Pour l'instant, on a produit 19% en plus de calories. Ce qui veut dire, en gros, 19% sur un taux de couverture qui était au départ de 60%, c'est qu'on a rajouté, en gros, 12 points de taux de couverture. Et je pense que Philippe avait annoncé 10%, je crois, à peu près dans tes études. Alors, j'ai juste 4 mois pour certaines et 12 mois pour d'autres, mais je pense qu'on va le tenir, avec des variations, c'est 19%. Hein. C'est curieusement assez proche de l'approche Solow, l'approche Solow qui a été faite, disons, en débloquant la température pour d'estimer comment... L'apport indirect, c'est ça. On est assez proche de ça, hein, curieusement. Donc ça veut dire que l'approche grossière Solow de 2018 en apport indirect, elle est pas mauvaise. Sur Polisson, parce qu'on a travaillé aussi dessus, on a eu beaucoup de mal à paramétrer, mais je ne suis pas le seul. Voilà, enfin, et donc, la conclusion importante, c'est que le profil de soutirage est très important. Sur les 3 installations, il y en a une qui est du type hôtellerie, c'est-à-dire un profil de soutirage qui est entre 8h du matin et 10h du matin, ou entre 7h du matin et 10h du matin. Et puis après, il n'y a pratiquement pas de consommation dans la journée. Et puis une autre qui est une consommation beaucoup plus répartie sur la journée. Et donc, eh bien, l'efficacité du bouclage est, c'est normal, plus importante lorsqu'il y a un soutirage qui est très centralisé, parce que le solaire en direct couvre la boucle. Si on peut revenir sur la dernière, la précédente, hein, ce qui est important, parce qu'on dit toujours, et là je suis content que Solenaire ait beaucoup argumenté là, à propos de son hôtel de la Côte d'Opale, c'est-à-dire on avait parlé il y a 2 ans de ce sujet-là dans un bus pour aller voir les réseaux de chaleur. Et donc, Monsieur H, ce qui est important, c'est que la courbe verte, là, le vert clair, lui, c'est un besoin qui est fixe. Pratiquement fixe. Et le vert foncé, lui, c'est un besoin qui est incertain, parce qu'il y a des variations entre l'estimation de consommation d'eau et quelquefois la réalité. Et dans mon cas, dans les cas qu'on a vus, il y a un qui a consommé plus que prévu, mais facilement 10%, et l'autre a consommé 20% de moins. Et en creusant, et c'était par rapport à une mesure qui avait été faite juste en 2017. Hein. Donc ça veut dire qu'en creusant, on s'est aperçu qu'ils avaient changé un certain nombre de modes. C'était une blanchisserie et un atelier protégé. Ils avaient changé leur mode d'organisation. Et donc du coup, il n'avait pas supposé que leur mode d'organisation allait provoquer une baisse de consommation. Donc l'incertitude, elle est surtout sur le vert foncé, et elle est beaucoup moins sur le vert clair. Donc l'intérêt du solaire, et même quand on n'est pas auto-vidangeable, c'est précisément quand on couvre le bouclage, eh bien, on utilise forcément les calories. Est-ce qu'on pourrait manger encore davantage sur le vert clair? Alors, la limite est économique. La limite est économique, c'est pas la peine. Il faut savoir que à partir au bout d'un moment, si la productivité du capteur moyenne baisse plus vite que le prix baisse, c'est pas intéressant. Donc c'est ça. Et comme en plus, dans le cas présent, on est en location, donc tout le risque économique, il n'est pas pris par le client, il est pris par Éclore Investissement. C'est clair qu'on a regardé ça de près. Mais on faisait des paris. On a fait des paris quand même au départ. Voilà. Globalement, je reviens à celle d'après. Globalement, le bilan est exactement conforme à ce qu'on avait envisagé. Et en plus, les coûts et les maintenances, et je ne suis pas inquiet sur la suite, parce que, je veux dire, on a, par exemple, je reviens sur les dimensions de ballon. Si on avait respecté la préétude au sens classique, disons, de ADEME, on aurait mis des ballons plus gros, mais il n'y avait pas la place. Ballon plus gros voulait dire construire un local à côté, le projet commun. Donc on a mis des ballons qui pouvaient rentrer dans le local, quitte à être largement en dessous des 40 ou 50 litres par mètre carré. Là, en l'occurrence, on était à 33 litres, je crois, pour l'un. Et en se disant, c'est clair, on va produire un petit peu moins en besoin primaire. Par contre, on va le compenser sur la boucle. Et puis, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Donc, on va le compenser sur la boucle. Et puis, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Par contre, on va le compenser sur la boucle. Et puis, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Donc, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Par contre, on va le compenser sur la boucle. Et puis, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Donc, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Par contre, on va le compenser sur la boucle. Et puis, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Donc, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Par contre, on va le compenser sur la boucle. Et puis, on ne se prend pas de risque, parce que de toute façon, on a un besoin primaire. Donc, on ne se prend pas de risque, parce que de toute
même si j'avais la boucle consommait moins que prévu, il y a l'auto-vidangeable qui s'arrête, qui est une chaudière contrôlée. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai poussé le bouchon le plus loin possible. Voilà. Conclusion finale provisoire pour l'instant. Disons qu'au bout d'un an, parce que de toute façon, j'ai toujours présenté comme un test, parce qu'on faisait des sacrés paris. Peut-on généraliser ces opérations de location longue durée? Alors, quand on a démarré, on pensait que le prix de l'énergie commençait à augmenter et il y avait la taxe carbone qui était profilée sur 2-3 ans en montant de quelques centimes, disons, de kilowattheure par l'euro le kilowattheure. Et paf, malheureusement, ça a été gelé. Donc, il y a eu un petit coup d'arrêt. Donc, c'est toujours, la contrainte économique est toujours très forte. Amortir en 10 ans, maintenance comprise, c'est un challenge. On est plutôt à entre 12 et 15 ans, hein, par rapport à du 8 centimes. Mais ceci étant, ça veut dire que autant c'est facile de vendre un produit, autant c'est difficile de le vendre sur 20 ans, un contrat de 20 ans, parce que le client s'engage s'engage dans la durée du contrat, autant sur 10 ans c'est facile, et il accepte en général qu'au bout de 10 ans, il puisse sortir avec, soit il rachète le matériel avec une valeur résiduelle qui n'est pas nulle, hein, qui n'est pas de 5%, mais plutôt de 10 ou 15%, ou bien il continue le contrat avec une location qui est un peu plus faible, puisque l'amortissement est déjà quasiment fait. Donc, on a décidé de continuer, et là maintenant, donc, on a réuni les fonds, et donc une partie fonds, une partie emprunt bancaire, et donc on généralise autant qu'on peut. Par contre, on sélectionne. On sélectionne parce que l'équilibre économique dépend essentiellement du prix de l'énergie substituée. Si on remplace de l'électricité à 10 ou 12 centimes le kilowattheure, c'est bien plus facile que du propane à 8 ou 9 ou du gaz à 5. Donc, c'est clair que le gaz de ville, il faut être au moins à 200 mètres carrés. Hein, mais on n'est pas aux 1000 mètres carrés, leur seuil mini que Nuit indique ou Senti indique. Donc, là, je pense qu'il y a un marché qu'on essaie de regagner avec toutes les difficultés qu'on a dit, parce que les gens sont tellement échaudés sur le solaire, qu'il faut, bien qu'on prenne tous les risques, etc., il faut quand même convaincre. Les meilleures, disons, personnes qui sont capables d'argumenter, on l'a vu ce matin ou en début d'après-midi, c'est les gens qui l'ont réalisé et qui disent ah ben non, ça marche, ça ne me coûte rien, je fais des économies tout de suite. Voilà. Parce que réellement, sur les 4, ils ont déjà vu les économies dans leur facture. Voilà, donc, et là je fais un appel, mais ça à l'ADEME, je l'ai déjà fait, mais je le refais tout haut devant tout le monde. Si, pour augmenter l'amortissement, ou augmenter la facilité d'amortissement de ces choses-là, pour revenir à rien, il faut d'abord tabler sur les besoins qui sont à basse température. Les piscines en particulier. Quand on est sur une piscine à chauffer à 28 ou 30 degrés, la productivité solaire, elle est 20% au-dessus ou 25% au-dessus de l'eau à 60 degrés. Hein, tu le disais bien, Olivier. Et pour le chauffage, à 40 degrés ou 45 degrés, on est aussi au-dessus que de l'eau. Donc, il faut d'abord viser les piscines, le chauffage et l'ECS. Actuellement, dans le fonds de chaleur, il n'y a que ECS plus piscine qui est accepté. Et j'espère que le chauffage viendra intégrer. L'important, c'est que quand on a eu du multi-usage, et c'est notamment très intéressant, par exemple, sur des produits comme des piscines qui sont ouvertes toute l'année, qui sont ouvertes de façon saisonnière, c'est bien rare, et on a un exemple, qu'il n'y ait pas des vestiaires à chauffer à côté ou de l'eau chaude sanitaire à côté. Donc, il faut avoir une vision globale. Et c'est vrai que tous les projets qui sont à 100 MWh par an, donc 100 000 kWh, ce qui n'est pas énorme, on vise de leur donner au moins 50 000 kWh de solaire. Donc, en gros, 50 000 kWh de solaire, 500 watts, c'est 100 mètres carrés. Voilà. Et là, il y a des projets. Et on peut l'élever. J'incite, je ne suis plus vraiment dans disons, un âge où je vais créer ma société. Donc j'invite, enfin je crée la société pour mon exemple, mais j'invite tout le monde à se lancer là-dedans. C'est un peu risqué, mais c'est l'avenir. Juste pour terminer, un petit détail. Il se trouve que dans le bouche-oreille qui a fonctionné, il y a un hôtel de La Rochelle qui est venu me voir en me disant « Ah, j'ai une installation solaire qui ne marche pas depuis 5-6 ans, elle a 7-8 ans,
je ne sais pas trop ce qui va pas. Bon, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai dit que c'est pas l'autovidangeable, deux, je ne connais pas votre produit. Bon, il a insisté, on est allé voir. Puis finalement, on a fait la couverture de boucle sanitaire. On n'a rien changé. On a nettoyé les capteurs, on a décaramélisé, on a changé un peu le bouclage. On a fait une intégration minimale. On a mis le système WebSol pour que lui puisse contrôler en permanence, et que nous, on contrôle en permanence à la fois les consommations et les productions d'énergie. Et ça s'est fait au mois d'avril. Aujourd'hui, on a les résultats identiques à ceux-là. Ça lui a coûté combien l'hôtel? L'hôtel, ça lui a coûté 6 500 €. Voilà. Et donc, j'avais proposé en location. De nuit, ça. Quoi? C'est 2 nuits d'un hôtel de... Ah non, c'est un hôtel de 2 étoiles à la nuit à 60 € quoi, à peu près. Mais c'est pas... Oui, voilà. Donc, pour dire, je lui ai proposé en location ou en investissement, il a choisi l'investissement. Voilà ce que je voulais dire sur la suite. Merci beaucoup. On va prendre 5 minutes pour prendre vos questions. Vraiment rebondir sur cette présentation, la dernière, tu peux le deviner, qui est très intéressante. Mais même vraiment pour ouvrir les choses, là tu parles de location. Mais en fait, tout le modèle que vous avez acquis ici, on voit qu'il a sa limite. Mon voisin me disait que le propane était plutôt à 15, plutôt qu'à 8 maintenant. Donc en fait, on est plutôt même dans des conditions plus favorables depuis quelques temps. Et moi, je voulais vraiment rajouter la dimension, tout ce qui est mis en œuvre pour la location, avec ses limites, quand on est sur, de votre point de vue, en garantie de performance, c'est la même chose, garantie de résultat. On prend même moins de risques. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment aussi une chose qui ressort en filigrane de tous les témoignages de la journée. C'est on a les outils juridiques maintenant disponibles grâce à Enerplan pour revenir vers une logique systématique de garantie de performance, qui peut aller jusqu'à un tiers investisseur, qui peut aller vers une location-vente. Mais n'est-ce pas, et c'est une question que je pose un petit peu aussi ouverte, est-ce que ce n'est pas le sésame qui se décline alors de manière très pratique sur la location ici? Alors, je peux répondre tout de suite à cette partie-là ou d'autres questions? De manière brève, s'il vous plaît. Oui. Donc la difficulté, il est clair que il ne faut pas, comme on l'a dit, multiplier les papiers, les signatures. Dans un système comme ça, la mise en service dynamique et le suivi permanent d'installation, il est automatique, puisque c'est dans les gènes du projet. Donc, et puis, il n'y a qu'un seul interlocuteur qui centralise tout. Hein. Donc, et une des difficultés qu'on a vues d'ailleurs dans le solaire thermique collectif, c'est que précisément, pas facile, dans la chaîne actuelle d'organisation, de mettre sur la table en même temps, de mettre ensemble des gens qui s'engagent, le fabricant, l'installateur, le bureau d'études et l'exploitant, qui s'engagent sur des choses comme ça. Et ça peut coûter cher. Si les gens la coopération, elle coûte rien quand les gens coopèrent, mais elle coûte cher quand les gens s'abritent derrière des papiers. Merci. Encore une dernière question? Richard. Si, c'est quoi le secret pour maîtriser le prix pour arriver à 600 €? Alors, je pense que c'est parce qu'il y a l'ingénierie intégrée. Est-ce que l'installateur gagne sa vie à ce prix-là? Et après, est-ce qu'on est capable d'adresser aujourd'hui? Je pense que la cible propane-butane, elle est à privilégier parce que c'est du gaz au prix de l'électricité, quoi. Donc, quelque part. En fait, la cible de 600 € n'est pas si difficile que ça. J'ai été surpris. Vous avez juste l'hôtel Solenaire, là. Juste pour dire, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de cartographier les clients en butane propane qui sont sur du petit collectif pour leur adresser ce type d'offre? Parce que je dirais, ils vont pas forcément eux aller chercher un installateur. Ils vont peut-être leur proposer une pompe à chaleur d'ailleurs, c'est à la mode, alors que finalement ils pourraient avoir une solution pertinente avec du thermique. Je pense que la cible des 600 € n'est pas si difficile et j'ai vu avec surprise, un intérêt que Solenaire, quand il a présenté son installation, si vous regardez, il était à 720, 750. Donc, et sur un hôtel avec des capteurs pas faciles à mettre. Donc, je pense que dans certains cas, on est même plus bas que ça.
Et là, il y a tout compris. Il y a toute la supervision, tous les débitmètres, tous les contrôleurs d'énergie. Autre chose, aujourd'hui, je suis en train d'étudier des projets plus grands de 250 et 300 mètres carrés, là, des gens qui sont venus naturellement dans ma région. Et on est plutôt sur pour 300 mètres carrés à 500, moins. 500 € hors taxe du mètre carré. Pour 300 mètres carrés de capteurs, on est à moins de 500 € de hors taxe du mètre carré. Alors ça dépend aussi s'il faut construire des structures ou pas, mais il y a des cas où on peut même descendre à 400. J'ai un cas bien précis, je pense qu'on descendra à 400. Qui dit mieux? Je vais simplement compléter sur la cartographie du butane propane. En région Hauts-de-France, c'est beaucoup d'agriculteurs, notamment les éleveurs de veaux, pour qui le besoin en eau chaude et le poste eau chaude coûtent très cher. Et donc là, ça demande d'avoir un plan d'action spécifique sur cette cible-là, oui. Les éleveurs de veaux. Et sur les éleveurs de veaux qui aujourd'hui sont travaillés et peuvent avoir des offres qui pourraient peut-être les décevoir. Oui, exactement. On a eu le cas du thermosiphon à 1300 kWh par mètre carré, ça n'existe pas physiquement. Ouais. Mais il faut faire attention aux fausses promesses, quoi. Justement, pour l'installateur ou le vendeur de la technologie qui produit plus que les radiations mètre carré, on le colle de très près en Bretagne et on l'a fait instrumenter une installation. Pour l'instant, il n'y est pas. Et il y a plus d'eau à sortir qu'à rentrer, donc cherchez l'erreur. Ils vendent du rêve. Mais pour le coup, commercialement, il est très fort, oui, parce que c'est quand même un Chinois qui vend du matériel chinois à des agriculteurs. Et ça, franchement, c'est fort. Oui, mais nous, faut qu'on soit prudent parce qu'on est sur une cible intéressante. Vous voulez pas le nommer pour que tout le monde sache de qui on parle? C'est Fintech. Voilà. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on crée de la déception sur un nouveau segment qui s'ouvre et que demain on se le referme pour 10 ans, quoi. Parce que j'ai un collectif de paysans qui à la fin s'apercevra qu'il se fait avoir votre solaire thermique. Voilà, c'est juste la prudence qu'on peut avoir, parce qu'il faut travailler avec les chambres d'agriculture, etc., pour dire attention, il y a ce qui est du domaine de la physique et il y a ce qui est du domaine du rêve, quoi. Alors on le fait à la fois en région avec la chambre d'agriculture régionale, au niveau national aussi, Enerplan, l'ADEME suivent de près ce fabricant-là. Maintenant, le monde agricole, ça fonctionne beaucoup en bouche à oreille, donc c'est là qu'est la limite, quoi. Il faut faire passer les bons messages dans les bonnes bouches. Donc, je vais devoir vous interrompre parce que nous sommes arrivés à la fin de la journée. Merci à tous les 5. On peut aussi les applaudir.